Et ta appareil quand même. Il va diminuer, il va éteindre.
Excusez-nous encore une fois pour ce petit retard-là. On a eu un souci technique qui fait que, ok, je crois que nous allons pouvoir commencer maintenant. Encore une fois, veuillez nous excuser pour le retard. J'espère que tout le monde m'entend. Hein? Allô? Oui, vous m'entendez? Moi, j'entends bien. Okay. Bonsoir, Jakaridja. Bonsoir à merci. tous. Vraiment, excusez-moi, il y a eu quelques soucis techniques là. Donc, ça veut que... nous sommes aujourd'hui le 2 mai. Normalement, on devait débuter la formation à 16h30. Encore une fois, veuillez nous excuser pour ce petit contretemps. Nous sommes à notre première formation en médiation politique communautaire. Déjà, il est bien de rappeler que le dimanche 18 avril 2021, nous avons également une autre première formation en leadership et développement personnel. Formation qui avait pour thème être une rivière. Et un succès. IBGCI vous remercie encore une fois ces personnes qui étaient présentes et qui sont encore présentes ce jour et ces nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. C'est dans notre tête un cadre de rencontre et d'information et d'échange d'expériences entre personnes engagées dans le processus de consolidation du genre du développement et du leadership que nous organisons ces formations qui, d'une certaine manière, ont une importance particulière pour se connaître, orienter sa vie et résoudre des problèmes. Problèmes qui peuvent surgir de conflits politiques ou communautaires dans nos communautés, ce qui est d'ailleurs en Afrique. Si je me permettais de faire un constat général des conflits que nous rencontrons en Afrique, que leur source, nous manquerons le plus important, c'est-à-dire sur cette formation. Néanmoins, les discussions extérieures dans le groupe WhatsApp nous aideront à aborder ces différents problèmes et à en trouver des solutions. Afin de pouvoir de parcourir ce large champ de la médiation politique et communautaire, nous avons pour formatrice Madame Nathalie Konitaoui. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Bomba Jakaridja. J'espère qu'elle est toujours en ligne. Pour ceux qui nous prennent en marche aujourd'hui, je vais faire une brève description pour rappeler que Madame Nathalie Konitaoui est ivoirienne, résidente au Mali, là où elle est en poste en compte d'une organisation internationale et aussi la présidente de notre organisation. Nous allons lui donner la parole afin qu'elle puisse nous entretenir sur les modules de la formation. D'abord, je rappelle d'abord que je m'appelle Bomba Jakaridja. Je suis chargé de communication à l'initiative pour la promotion du genre et du développement du leadership en Côte d'Ivoire. Bonjour Bomba, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Désolée pour cette question des techniques. C'est vrai qu'avec on peut communiquer à distance, mais on a un défi en termes de connexion, en termes d'électricité dans certains pays. Et donc, vraiment, toutes nos excuses pour ces différents aléas et surtout pour le retard avec lequel on a commencé. Je tiens à dire bonjour à tout le monde. Je tiens à féliciter déjà Bomba Jakaridja, qui ne s'est pas présenté, mais qui a étudié en sciences politiques. Je pense que c'est l'un des prochains leaders politiques en Côte d'Ivoire parce qu'il a une très belle expression, il est pétri de talent et d'initiative. Je tiens à saluer tout le monde et nous allons essayer à notre
un niveau de partager avec vous en parlant de la médiation politique et de la médiation communautaire. Pour ceux qui étaient avec nous la dernière fois, nous avons discuté de la question de leadership en parlant de la rivière. Il fallait qu'on soit des rivières tous et non des réservoirs. Et pendant nos différentes sessions, on a vu un peu quelle est la différence entre la rivière et le réservoir. Et nous pensons que de plus en plus, il faut qu'en Côte d'Ivoire, et en Afrique aussi, qu'il y ait des leaders, qu'il y ait des personnes, des jeunes, des femmes qui acceptent de tracer le chemin, qui acceptent de partager des idées qui pourront progressivement transformer le paradigme dans lequel nous sommes. Et donc, être une rivière, c'est d'abord croire en l'avenir. Être une rivière, c'est laisser sa trace. Être une rivière, c'est construire la paix dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas facile parce que la question de la paix, c'est une question évidente. La question des conflits même est évidente. Elle est inhérente à la nature humaine. Lorsqu'on vit, on est en conflit, même souvent avec soi-même, dans sa famille, dans son environnement, dans son pays et dans son continent. Et la question des conflits sont importants, mais en fait, ce n'est pas insurmontable. Les conflits existent et ne sont pas surmontables. Et je pense que l'idée qui a fait que ce type d'entretien a germé, c'est que lorsque j'ai discuté avec les membres de IPG Côte d'Ivoire, ils ont dit la jeunesse a besoin de formation, la jeunesse a besoin de savoir de quoi est-ce que certains principes politiques, certains principes diplomatiques sont faits, aussi bien au niveau des relations internationales. La jeunesse a besoin de savoir qu'elle a besoin de se former pour être l'avenir de l'Afrique de demain. Donc, on n'a peut-être pas de moyens, mais on vous demande d'entretenir des discussions qui vont peut-être changer quelque chose, pour nous amener à changer de paradigme. Et c'est comme ça que nous avons essayé d'accepter d'animer cette tranche horaire qui est bien vrai en week-end. Et nous espérons que progressivement, bon, il y aura un plus grand audimat. L'autre aspect, c'est que, étant donné que IPG, c'est une organisation ivoirienne, il faut dire que la Côte d'Ivoire vit depuis plusieurs décennies des crises à répétition. Et on se rend compte que ce sont les jeunes qui sont les plus grandes victimes de ces crises-là. Ils sont les plus grandes victimes parce que d'abord, les jeunes vont à l'école, ils vont à l'école et ils vont à l'université lorsqu'il y a des crises. Les études sont bouleversées. Les jeunes, même au niveau du milieu rural, souvent n'ont pas le bagage intellectuel nécessaire, ce qui fait que lorsqu'il y a des conflits politiques, ils sont utilisés souvent comme boucliers et c'est eux qui sont au devant des choses et c'est eux qui sont quelque part manipulés. Et lorsqu'on voit toutes sortes de victimes qu'il y a plus de jeunes et il y a plus de femmes. Le deuxième point, c'est que la Côte d'Ivoire finit un certain tournant et nous entrons en 2021 avec beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de craintes. Beaucoup de craintes parce qu'il y a eu des défis lors des récentes élections, mais aussi beaucoup de craintes parce que nous sommes en train d'assister progressivement au retour de certains leaders politiques qui étaient en exil. Qu'est-ce que les jeunes doivent faire? Comment les jeunes doivent essayer d'appréhender cette situation pour d'abord consolider la paix? Parce que nous disons que sans paix, on ne peut rien construire et c'est nécessaire pour les jeunes de comprendre qu'il faut consolider la paix. Donc, l'objectif de cette rencontre, c'est de donner des rudiments, des instruments, des outils pour permettre à ces jeunes-là d'aller de l'avant, d'avoir des initiatives pour consolider la paix au niveau local. Alors que pour consolider la paix au niveau local, il faut savoir ce que c'est que la médiation, comment se passe la médiation, quels sont les outils que nous devons avoir en termes de médiation. Je ne pourrais pas continuer sans rendre hommage à l'école de maintien de la paix. C'est dans cette école d'excellence de l'Union africaine de la CEDEAO qui est basée à Dakar, à Bamako plutôt, que j'ai suivi cette formation. Et donc, j'ai essayé d'utiliser un peu les ressources que j'ai eues au niveau de cette formation avec les formateurs qualifiés, compétents que nous avions. Et j'ai essayé en même temps de faire des recherches pour voir comment on peut développer un système de médiation d'approche. Cette réunion est ouverte, elle n'est pas seulement destinée aux jeunes Ivoiriens. Dans tous les pays africains, nous avons des défis en termes de conflits, en termes de sécurité humaine, en termes de bonne gouvernance, en termes de partage équitable des ressources. Ce qui fait que nous sommes dans une situation conflictuelle où de plus en plus, on peut avoir la manipulation, on peut avoir des violences qui seront dues du coup à certaines animosités qui seront accumulées par la population. Donc, c'est une réunion qui est ouverte, mais je souhaite que
un réseau se forme en fait entre les jeunes pour que les jeunes puissent partager leurs connaissances et puissent dupliquer cela. Et en fait, c'est en dupliquant, en sensibilisant qu'on pourra changer de manière perceptible ce qui se passe au niveau de notre continent. Pour revenir à notre communication, je dirais que la médiation politique et communautaire est un principe qui a existé depuis plusieurs décennies. Parce que vous avez vu qu'au niveau du monde, nous avons assisté à de grandes guerres mondiales, à des guerres mondiales qui ont été vraiment meurtrières. Il y a eu beaucoup de morts. Et de plus en plus, la question de la consolidation de la paix s'est posée. Et on s'est dit que est-ce qu'on avait besoin vraiment de détruire le monde pour quelques idéaux, pour certaines personnalités qui avaient développé un leadership négatif? Et je pense à Adolf Hitler en Allemagne. Et vous avez vu que lorsqu'il y a eu la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, après cette guerre mondiale, il y a eu la mise en place des Nations Unies. Et de plus en plus, les Nations Unies sont impliquées dans la consolidation de la paix. Ils se sont impliqués à faire en sorte que des vertus de paix soient diffusées au niveau du monde pour faire en sorte que de plus en plus au niveau du monde, on essaie de penser plus à la paix qu'à la guerre. Comme le dit la citation de l'UNESCO, la guerre prend naissance dans l'esprit des hommes et c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut travailler pour lutter contre tout ce qui est velléité de conflit, pour faire en sorte que la paix s'installe. Et donc, il y a eu beaucoup de processus de médiation qui se sont déroulés dans le monde. Il y a eu des conflits qui ont été gérés, des conflits même armés qui ont été gérés entre les États. Mais de plus en plus, on se rend compte que dans nos différents pays, on n'a plus de conflits interpays entre un pays et un autre, mais compte tenu des questions et des défis de gouvernance, des défis que nous avons dans nos différents pays, surtout africains, nous avons des conflits internes dans les différents pays. Ce qui pose la question des conflits intercommunautaires, ce qui pose la question de la cohésion sociale. Et donc, aujourd'hui, en parlant de la médiation politique et communautaire, on va parler de la médiation entre les États, lorsqu'il y a une crise entre États, mais aussi même d'un État, une crise nationale, et même au niveau des communautés. Nous n'avons pas tous la possibilité d'intervenir au niveau des États, parce que ce sont des leaderships qui s'est avéré, mais nous pouvons, à notre niveau, au niveau de nos différents pays, de nos communautés, de nos familles, être des artisans de paix. Et c'est l'objectif de cette session de formation. C'est une session qui va se dérouler sur plusieurs semaines, parce que ça demande une certaine organisation. Mais surtout, cette session doit nous permettre de développer des concepts et d'amener tous ceux qui vont participer à être aguerris et faire en sorte qu'ils puissent déjà être des artisans de paix et essayer de voir comment aller de l'avant avec la médiation et tout simplement être des médiateurs. Parce que c'est très important d'être médiateur, médiateur dans sa famille, médiateur pour soi-même. Ceci étant, nous allons proposer le plan suivant, c'est une introduction. Aujourd'hui, nous allons vraiment travailler sur le concept pour qu'on puisse s'entendre déjà sur les bases et ensuite, on pourra toucher à d'autres aspects de la médiation, comment la médiation se passe concrètement, comment se fait la communication au niveau de la médiation, comment faire en sorte que le médiateur soit crédible, qu'est-ce qui fait qu'une médiation réussit, qu'est-ce qui fait qu'elle échoue, quelles sont les valeurs que doivent incarner les médiateurs. Je crois que dans les autres sessions, on aura le temps de développer tout cela. Et nous ferons le plaisir également de partager la documentation à la suite de cette formation, surtout pour ceux qui sont inscrits dans le groupe WhatsApp. Bamba Diakaïga se chargera de partager avec vous la documentation. En introduction, au niveau du plan, on a d'abord les concepts, comme je l'ai dit, les différentes étapes de résolution des conflits. Nous aurons ensuite des recommandations et puis des conclusions. Une conclusion plutôt. Et à la fin, le micro sera ouvert pour toutes les contributions, pour les questions et pour les suggestions. À vrai dire, c'est une première expérience et peut-être que nous aurons besoin d'améliorer un peu la stratégie de présentation. Tous vos conseils, toutes vos suggestions seront les bienvenus. En introduction, nous pouvons dire que la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. J'ai parlé de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel parce que je réside dans un pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, parce que dans cette zone, nous avons une situation particulière. Nous avons eu des conflits armés antérieurement dans certains pays tels que le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, actuellement au Mali, au Nigeria avec Boko Haram et aussi au niveau de la Casamance avec la crise casamançaise.
Et toute cette situation de conflit-là a créé des crises sécuritaires institutionnelles. Il y a même dans certains États où la crise sécuritaire a eu un impact sur les institutions. Lorsque nous nous référons au Mali qui a vécu récemment un coup d'État à la suite de la situation sécuritaire. Et donc, il faut dire que la question sécuritaire dans ces pays a un impact sur la stabilité des institutions. Ensuite, nous avons aussi un défi dans ces différents pays parce que dans ces pays, nous avons une nouvelle sorte de violence qui s'installe. C'est ce qu'on appelle la violence asymétrique, le terrorisme, l'extrémisme violent, qui allie en même temps une vision religieuse à une autre vision politique et qui fait qu'on a un conflit asymétrique avec des attaques, avec des objets non identifiés, ce qui fait que cette violence-là fait qu'on n'arrive plus à avoir deux armées qui sont en face, qui se battent de corps à corps, mais ce sont des personnes qui prennent des armes, des engins et qui vont les déposer et ça crée vraiment des violences et la mort de plusieurs personnes. Ensuite, nous pensons que les différends liés au processus électoral également nous ont créé des conflits dans nos différents pays. Il y a certains pays qui ont eu des crises électorales et ces différentes crises post-électorales jouent évidemment sur la stabilité du pays, mais aussi jouent sur la cohésion intercommunautaire. Parce que de plus en plus, on se rend compte que pour arriver à résoudre un conflit, il faut résoudre ceux qui sont partis au conflit. Et malheureusement, lorsqu'on a un conflit électoral ou un conflit post-électoral, ce sont des populations qui ont manifesté leur choix et qui se trouvent en opposition. Et cela pose en même temps certains problèmes. Ensuite, ces crises, comme je l'ai dit, ont des conséquences déstabilisatrices et elles exigent plus d'action des États avec un contrôle efficace de la société civile et singulièrement des jeunes et des femmes. Pour ma part, nous pensons qu'il est important que les jeunes prennent conscience de leur rôle. L'avenir de l'Afrique est entre les mains de la jeunesse. La jeunesse doit être formée, mais la jeunesse doit être engagée. Et les femmes qui représentent environ la moitié de la population doivent être de plus en plus engagées pour être des actrices de paix. Il faut arrêter cette situation qui fait que les femmes sont seulement des victimes. Il faut que de plus en plus, il y ait des initiatives pour faire en sorte que les femmes soient engagées. Engagées au niveau continental, engagées au niveau de leur pays, au niveau national, engagées au niveau de leur communauté, engagées même dans leur famille. Parce que nous avons besoin d'avoir des femmes qui jouent un rôle très important dans leurs différentes familles et qui sont capables de faire passer des idées de paix, des idées de consolidation, des idées de développement durable. Et ensuite, nous pensons également qu'il est important pour les jeunes de s'engager parce que les jeunes, en s'engageant, peuvent changer le paradigme puisque ce sont ces jeunes-là qui sont utilisés lorsqu'il y a des violences. À la fin de la communication, je pense que le micro sera ouvert pour que vous puissiez donner vos différents points de vue, mais je pense que les jeunes doivent arrêter d'être des boucliers humains, ils doivent arrêter d'être utilisés, mais ils doivent de plus en plus faire passer des idées de développement, des idées de consolidation de la paix et des idées de bonne gouvernance. Revenons à notre communication. Nous allons rappeler certains concepts qui sont très importants lorsqu'on parle de paix et de sécurité. Lorsqu'on parle de médiation, il y a des concepts à maîtriser, il y a des choses à savoir et il y a des principes en même temps qui sont liés à ces concepts. Parce que la médiation, si vous vous souvenez bien, je sais par exemple qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une longue médiation après le conflit de 2002, l'attaque de 2002 qu'il y a eu une longue médiation, pour ceux qui se souviennent, et cette médiation a été régie par certains principes. Dans certains pays africains, lorsqu'il y a une crise, il y a également des médiations qui permettent en fait d'aboutir à des accords de paix. Mais aussi au niveau des communautés, il faut qu'il y ait aussi des médiations lorsqu'il y a un conflit intercommunautaire. Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il faut noter que lorsqu'il y a conflit, le conflit est d'abord normal parce que le conflit est l'expression d'un antagonisme et d'une question d'intérêt, des intérêts antagonistes entre les populations. Donc, c'est très important et c'est normal qu'il y ait des conflits parce que nous avons tous des intérêts contradictoires que nous devons défendre. Mais le conflit devient un peu plus difficile parce que les intérêts contradictoires entraînent des violations des droits de l'homme, entraînent des morts d'hommes et entravent le développement des communautés. Et c'est important à ce moment-là de faire de la médiation pour accorder les positions
et faire en sorte qu'à la sortie de ce processus de médiation, les intérêts des uns et des autres soient respectés. Ensuite, comme concept, comme je l'ai dit, le conflit est une opposition entre deux personnes, deux ou plusieurs personnes ou entités à l'intérieur d'une même entité qui porte sur des intérêts, comme je l'ai dit, des éléments matériels ou immatériels. Matériel, c'est-à-dire qu'on peut se battre pour une mine d'or, ça c'est concret, mais immatériel pour un leadership. Pour un leadership, des principes sont violés et du coup, il y a une opposition. Et c'est ce qui donne un conflit. Donc, le conflit peut être ouvert, c'est-à-dire déclaré, mais aussi le conflit peut être latent. Lorsque le conflit est latent, on a l'impression qu'on a une paix dans la communauté ou dans le pays, mais en fait, c'est une paix de façade parce que dès qu'il y a un élément déclencheur, automatiquement, ce conflit devient ouvert et violent. Donc, on a des conflits violents, on a des conflits pacifiques. Des personnes ont des intérêts contradictoires, mais ils arrivent à gérer cette contradiction. Mais même si le conflit n'est pas réglé, du coup, à travers cette situation, ils arrivent déjà à éviter la violence. Ensuite, il y a les conflits structurels, conjoncturels et personnels. Le conflit peut être structurel parce qu'il peut être basé sur la constitution du pays, par exemple. Il peut être structurel parce qu'il est basé même sur le mode de gestion du pays, la bonne gouvernance. Il peut être conjoncturel. Il est conjoncturel lorsque c'est une situation qui est de passage. Aujourd'hui, nous avons la COVID-19. On a un conflit conjoncturel qui est lié à la COVID-19 parce que les populations sont face à certaines situations et du coup, dans certains pays, ça crée des crises. Ensuite, le conflit peut être personnel. C'est un conflit qu'il y a entre deux personnes qui défendent des intérêts, qui défendent des positions, qui défendent en fait des besoins et du coup, ces personnes-là sont en opposition. Mais il faut dire qu'au niveau des causes du conflit, ces causes peuvent être multiples ou uniques. Unique, c'est-à-dire c'est une seule cause, mais multiple, c'est-à-dire que c'est un foisonnement de plusieurs causes. Elles peuvent être médiates ou bien immédiates. Souvent, on a l'impression qu'un conflit est déclenché par une petite situation. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ont été déclenchées par des éléments qui semblaient anodins. Le meurtre d'une personne, or on assassine beaucoup de gens dans le monde, il n'y a pas de conflit. Mais lorsque ce conflit se fait anodin, en fait, est basé sur un problème profond, automatiquement, après, on se rend compte que c'est un grand conflit parce qu'il a ouvert en fait l'opportunité à l'expression de ces contradictions internes. Il peut être continu, il peut être intermittent, c'est-à-dire qu'on peut avoir des conflits sous forme de cycle, mais aussi il peut être juste ou injuste. Cela dépend de la position, mais dans tous les cas, moi je dis qu'un conflit, surtout lorsqu'il est violent, il devient injuste parce qu'il touche à tout ce qui est violation des droits de l'homme, à ce qui est inégalité sociale, à ce qui est difficulté pour les populations de s'en sortir. Revenons au niveau de la paix. La paix, c'est un état d'entente, de concorde qui résulte de l'absence d'opposition ou de conflit violent ou non. Donc, on a une paix positive, on a une paix qui peut être négative, mais dans tous les cas, lorsqu'il y a l'entente, lorsqu'il y a la concorde, on a une absence d'opposition. Mais il faut dire en même temps que la paix est liée en même temps à la sécurité, pas la sécurité normale que nous avons, mais la sécurité humaine. Et cette sécurité humaine-là prend en compte les droits de l'homme, la question du genre, la question de la justice, de la répartition équitable des richesses d'un pays. Donc, tout ça, c'est lié à la paix durable. Souvent, on a une paix de façade, mais dans le fond, les inégalités font que c'est une paix qui est négative. Elle existe, mais en réalité, dès qu'il y aura une opportunité, les populations vont commencer à s'entre-déchirer les unes les autres. Ensuite, lorsqu'on parle de réconciliation, la réconciliation, c'est un processus qui vise à rétablir l'harmonie, voire l'amitié entre deux ou plusieurs personnes, groupes, et ou communautés, ou opposition, voire en conflit. En opposition, voire en conflit. Donc, pour arriver à cette harmonie, on doit se concilier, il faut revoir les positions. Et aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, que je connais bien, on parle de réconciliation. On parle de réconciliation parce qu'il y a des positions qui sont divergentes. Et de plus en plus, il faut travailler à remettre les positions ensemble, sur en même temps le même diapason. Mais ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on parle de conflit, on parle de la nécessité d'harmoniser les positions. La nécessité de comprendre qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. Et c'est ça l'enjeu de la paix et de la réconciliation. Parce que si moi, j'appartiens à une communauté, même si je suis en contradiction avec quelqu'un qui est d'une autre communauté, ou bien que dans un même pays, il y a deux ethnies ou bien deux partis politiques qui sont en contradiction,
Ces partis politiques doivent comprendre, ou ces personnes doivent comprendre qu'elles sont obligées de vivre ensemble. Donc, elles sont obligées de réconcilier leurs positions. C'est nécessaire. Parce que vous ne pouvez pas vivre seul. Vous avez besoin de vivre avec l'autre. Et c'est ça l'enjeu du processus de réconciliation, où il y a tout un processus qui permet aux gens de savoir qu'ils doivent avoir une coexistence pacifique. Et ensuite, ces personnes-là puissent donner le meilleur d'elles-mêmes pour que les positions des uns puissent être prises par les autres. Lorsqu'on parle de prévention de conflits, c'est vrai qu'il y a beaucoup de systèmes de prévention de conflits au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, mais ce sont des mesures, des actions qui visent à maîtriser, réduire et supprimer le risque d'apparition ou de réapparition de conflits violents ou non au sein d'un groupe, voire de conflits armés au sein d'un État. Donc, vous verrez que lorsqu'on parle de prévention des conflits, lorsqu'on parle de prévention de conflits, on parle en même temps de la question de la gouvernance, de la démocratie, du respect des droits de l'homme. Donc, dans tout ce qu'on parle de, je pense que certains pourront peut-être continuer à faire des recherches. Lorsque vous irez sur Google, vous mettez architecture, paix et sécurité de l'Union africaine, vous verrez un peu quels sont les instruments, les outils que l'Union africaine, par exemple, a mis en place pour faire en sorte que la prévention soit effective en Afrique. Voilà, parce qu'il faut aussi anticiper, ne pas attendre que le conflit vienne, parce que la gestion du conflit est beaucoup coûteuse et lorsqu'on a la possibilité de prévenir les conflits, alors il faut le faire. Nous avons ensuite la gestion des conflits. Ce sont des mesures et actions qui visent à gérer un conflit et surtout aussi la violence que ce conflit génère en termes géographiques et empêcher son extension et sa recrudescence. Par exemple, nous avons aujourd'hui dans la région du Sahel un défi en matière sécuritaire, mais il faut se battre pour qu'on puisse circonscrire ce défi en matière sécuritaire. Sinon, de plus en plus, d'autres pays pourront aussi connaître ce type de crise sécuritaire. Donc, il faut gérer ce conflit-là pour ne pas qu'il sorte de son berceau initial. Je pourrais aussi parler de la résolution des conflits. Ce sont des mesures qui visent à mettre fin au conflit. On en a parlé au départ, mais aussi au dialogue. C'est important. Sans dialogue, on ne peut pas résoudre un conflit. Avant de commencer à parler de la résolution du conflit, il faut que les personnes acceptent de s'asseoir et de discuter. Et lorsque les personnes s'asseyent et qu'elles discutent, on essaie de voir les causes profondes du conflit. On essaie de voir qu'est-ce qui fait qu'elles sont en totale divergence. Et à partir du moment-là, on peut trouver des solutions. Donc, le dialogue est important et c'est une discussion entre deux ou plusieurs personnes qui visent à travers l'échange et l'écoute à accroître la compréhension mutuelle, voire leur conscience réciproque. Et il y a un élément qui est très important, c'est l'écoute. Il faut avoir l'écoute active et au niveau des différentes sessions, on verra comment développer cette écoute active. Parce que lorsque quelqu'un parle, il faut prendre le temps de l'écouter parce qu'en même temps que la personne dit des mots, la personne manifeste un contexte, un esprit. Il y a un message que la personne veut développer qui n'est sûrement pas directement inscrit dans les mots. Mais lorsque vous écoutez bien cette personne, vous arrivez à voir. Et donc, cette formation que nous avons eue, moi, à la limite, je me suis dit que c'est une formation qui est importante pour toutes les femmes, pour tous les hommes, d'essayer même dans le foyer. Lorsque vous êtes appelé à vous marier, à vivre en communion, à communauté avec votre époux, votre épouse, vous apprenez à vous rendre compte que le conflit est inévitable, mais il faut travailler à faire en sorte que ce conflit-là puisse être géré. Donc, la gestion du conflit ne dépend pas seulement des États, les communautés, mais aussi concerne aussi nos familles et tout ce que nous avons. Nous devons tout faire pour travailler à consolider la paix, à consolider la sécurité là où nous sommes. Ensuite, il y a la négociation. La négociation, ce sont des échanges interactifs entre deux ou plusieurs personnes, parties indépendantes, qui choisissent de rechercher ensemble une solution mutuellement acceptable. Vous avez vu que la situation est mutuellement acceptable parce qu'on peut ne pas s'entendre, mais on doit aussi accepter de s'asseoir et de discuter. Donc, ces intérêts divergents nous permettent déjà de nous asseoir dans la négociation. Et la négociation ne fait pas appel à quelqu'un d'autre, c'est deux groupes qui s'asseyent et qui négocient. Chacun pose ses préoccupations, pose ses intérêts et l'autre groupe essaie de voir comment faire pour prendre en compte les intérêts et les préoccupations de l'autre pour avoir un équilibre qui soit acceptable. Après la négociation, il faut dire que lorsqu'on a la négociation, on a 4 éléments clés qui sont l'objet qu'il y a. Il y a un objet à négocier. On négocie peut-être pour une terre, pour une mine d'or. On négocie peut-être pour le leadership du pays, pour la gestion du pouvoir. On négocie vraiment pour quelque chose la plupart du temps. Ensuite, il y a une interdépendance des négociateurs, comme je l'ai dit.
l'un ne peut pas vivre sans l'autre. On est obligé de négocier parce que nous sommes dans un espace où nous devons cohabiter. Ensuite, il y a une volonté commune de coopérer et un accord mutuellement acceptable est conclu à la suite de la médiation. Mais il faut que tous ceux qui arrivent à s'engager sur cette voie de négociation acceptent de travailler ensemble. Ensuite, il y a la diplomatie. Pour ceux qui ont fait peut-être des études en diplomatie ou ceux qui ont fait un peu de droit, ce sont des pratiques de relations internationales et économiques entre les États qui permettent de représenter les intérêts de leur gouvernement au sens formel, mais aussi au sens dérivé. C'est une conduite de négociation entre États et acteurs. Vous voyez, lorsque dans un pays, il y a deux parties en conflit, la diplomatie rentre en jeu pour faire en sorte qu'on puisse harmoniser les positions. Maintenant, revenant à la médiation, sur le schéma, vous voyez que la médiation entre A et B se fait, mais la médiation a besoin de F. Donc, c'est l'action d'une tierce personne qui vise par des contacts bilatéraux ou multilatéraux à encourager, soutenir, fluidifier ou organiser des contacts entre deux ou plusieurs personnes. Pour ceux qui ont suivi le conflit en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte que nous avons eu plusieurs médiateurs. Il y a eu le président Thabo Mbeki, il y a eu le président Blaise Compaoré, il y a eu plusieurs présidents, plusieurs leaders africains qui se sont investis pour faire en sorte que les différentes parties ivoiriennes puissent harmoniser leurs positions. Donc, cette personne F ou cette institution F a une position à équidistance de toutes les autres positions, mais elle doit être aussi crédible. Elle doit faire en sorte que les différentes parties A et B se reconnaissent en elle et arrivent à lui faire confiance. Et ça, ce sont des éléments très importants au niveau de la médiation. Mais aussi, lorsque vous allez dans une communauté, au nom, par exemple, de votre organisation, que vous voulez faire une médiation entre des parties en conflit, vous devez être crédible. Et c'est très important. Vous devez être crédible, vous devez travailler de manière impartiale, mais vous devez aussi faire en sorte que la confiance puisse être rétablie grâce à votre présence. Donc, il y a plusieurs personnes qu'on appelle facilitateurs, mais souvent, ce sont les erreurs parce que le facilitateur n'est pas là pour imposer quelque chose. On aura le temps de voir. Le facilitateur ne fait que faciliter les échanges entre A et B, faire en sorte que A et B puissent aboutir à un accord qui serait accepté par tous. Nous avons la conciliation, qui est l'intervention d'un tiers à l'écoute des parties qui analyse leur point de vue et propose une solution pour régler le différend. Mais lorsqu'on est conciliateur, les personnes qui sont en conflit sont libres d'accepter ou de refuser. Et ça, c'est un principe qui est très important. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est toute une expertise qui est développée. Notre objectif, ce n'est pas vraiment de former en médiation, mais déjà de donner le goût à la médiation, parce que si on est leader, si on veut être artisan de paix, il faut faire en sorte qu'on puisse travailler à réconcilier les positions, mais aussi vous permettre peut-être, pourquoi pas, pour les jeunes qui sont intéressés à développer des expertises dans le domaine de la médiation, parce que c'est tout un travail. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de médiateurs en Afrique, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les équipes de médiation, surtout lorsque les pays sont en conflit, lorsqu'il y a des conflits au niveau des communautés. Ensuite, nous avons l'arbitrage. L'arbitrage, c'est une intervention d'un tiers qui est choisi par les parties qui les écoutent et qui analyse leur point de vue et leur impose une solution aussi pour régler leurs différends. Malheureusement, si l'arbitrage, on est obligé de passer par la justice et surtout, c'est imposé. Voilà, la solution au niveau de l'arbitrage, c'est une imposition, pendant que la médiation, c'est une suggestion. Et donc, la plupart du temps, lorsqu'on parle d'arbitrage, on va au niveau de la justice. Donc, voilà un peu la médiation avec la définition qu'on a essayé. C'est une définition des Nations Unies. Et donc, c'est une définition qui fait office de jurisprudence. C'est un processus par lequel une tierce personne organise des pourparlers entre deux ou plusieurs parties et avec leur consentement afin de les aider à prévenir, gérer ou résoudre le problème, voire le conflit qui les oppose, en les amenant à une négociation dite raisonnée. Donc, la médiation prend en compte la négociation, mais la négociation avec une autre personne. Voilà, une personne tierce qui intervient et qui arrive à trouver une solution. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui sont en crise. Nous avons le Mali, nous avons la République centrafricaine, nous avons plusieurs pays où il y a des médiateurs, il y a un processus de médiation qui a été enclenché, il y a un accord de paix qui a suivi et qui amène les différentes parties à essayer de mettre en œuvre les différents résultats de l'accord de paix. Donc, au niveau de la médiation, il y a des éléments clés à maîtriser. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le dialogue, la négociation assistée. La médiation est une négociation assistée parce qu'elle fait intervenir une tierce personne ou bien une tierce institution. C'est un processus qui est volontaire, qui n'est pas un arbitrage,
et qui est basé sur un consensus continu. Il est mené par des acteurs tiers au conflit professionnel ou pas, mais le médiateur gère le processus et les parties sont en charge du processus. C'est-à-dire que le médiateur s'occupe de l'organisation du processus pendant que le fond des discussions, les thématiques qui sont abordées sont du ressort des parties en conflit. Parce que le médiateur n'est que quelqu'un ou une institution qui suggère. Et la solution qui sort de la médiation, c'est un accord de paix qui est mutuellement accepté. Et le but est que le conflit soit évité, atténué, géré ou résolu. Donc, le but de la médiation, c'est de faire en sorte que le conflit n'existe plus. Lorsque vous prenez le cas, par exemple, de la médiation qu'il y a eu au niveau du conflit du Mali, on s'est rendu compte que lorsque le président Blaise Compaoré a géré, était le médiateur, il y avait déjà des attaques qui venaient vers la capitale. Et donc, ils se sont entendus au niveau des différentes parties en présence de discuter, de gérer la question, d'organiser des élections, puisque le Mali sortait d'un coup d'État qui avait renversé le président ATT. Et donc, il fallait gérer, organiser les élections et ensuite penser maintenant à un véritable processus de médiation. Donc, vous dites que c'est une situation qui est acceptée, mais qui permet aussi d'éviter aussi beaucoup de drames. Et c'est important vraiment de s'engager dans la médiation parce qu'il faut toujours comprendre que lorsqu'on parle de conflit, ce n'est pas seulement des photos, mais c'est des drames humains qui se passent derrière, au niveau des femmes qui sont victimes de violences, des jeunes qui perdent tout, des populations qui perdent tout. Pourquoi choisir la médiation? Parce que lorsqu'on se rend compte que les relations sont trop détériorées entre les parties en conflit, il faut rétablir la confiance. Donc, il faut aller à la médiation. Lorsque le problème est trop complexe et qu'il y a des causes profondes du conflit, il faut aller à la médiation. Lorsqu'il y a trop de protagonistes, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts divergents, des gens qui sont dans l'ombre, qui agissent, il faut aller à la médiation pour faire ressortir toutes les parties qui sont souvent cachées et qui ont des intérêts à ce que le conflit perdure ou bien puisse être arrêté. Ensuite, lorsqu'il y a une impossibilité légale, politique ou logistique de négocier, parce que pour négocier, il faut s'asseoir à deux. Et lorsqu'à deux déjà, il y a les armes déjà qui ont commencé à être utilisées, c'est difficile déjà de faire revenir les parties en conflit parce que pour négocier, il faut être en confiance. Et souvent, les conflits sont caractérisés, surtout les conflits violents, sont caractérisés par l'absence de confiance. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait un médiateur, une personne tierce, qui vienne apporter sa contribution pour renforcer la confiance à travers des décisions fortes et faire en sorte que les différentes parties puissent négocier. Ensuite, le médiateur, comme je l'ai dit, doit être impartial, indépendant et neutre. Donc, souvent, ce n'est pas facile d'être impartial dans un conflit parce que souvent, on a des relations personnelles de part et d'autre, mais il faut faire cet effort-là d'être impartial, mais d'être indépendant, avoir ses propres moyens, avoir une certaine autonomie et d'être neutre, être capable de se soustraire à toute influence culturelle, religieuse, éducative. Parce qu'on voit, on essaie de voir les causes profondes du conflit, on essaie d'apporter sa contribution, on essaie d'être le plus juste et le plus loyal possible. Il y a aussi le thème de compromis, qui est l'engagement entre deux ou plusieurs parties pour une solution qu'elles ont négociée entre elles et qui reflète plus ou moins les intérêts respectifs. C'est ça, c'est cela. Parce qu'en réalité, souvent, on a des positions divergentes, mais on peut s'entendre sur le minimum. Je crois que ceux qui ont fait un peu les mathématiques, on parle du plus petit commun multiple, le PPCM. Voilà, le minimum qu'on peut avoir pour s'entendre et s'engager sur la voie de la paix. Donc, le compromis est important, mais aussi le consensus, qui est un accord de l'ensemble des parties, qui est basé sur une acceptation raisonnée de la solution. Il y a un accord de paix. L'accord ne respecte pas vraiment tous nos besoins, mais comme il se trouve qu'il prend en compte certains de nos aspects, il y a un compromis sur certaines questions, alors nous avons un consensus, nous avons une unanimité sur l'accord de paix qui a été signé. Et ensuite, il y a la question d'appropriation, et c'est ça le défi même de la médiation, parce que, comme je vous l'ai dit, le médiateur, c'est quelqu'un c'est une tierce personne qui est crédible, qui travaille en respectant certains standards de principe. Et donc, à partir de ce moment-là, les parties en présence doivent s'approprier tous les thèmes du processus et faire en sorte que l'accord qui sera signé soit un accord qui soit accepté par tout le monde. Et c'est cela le défi, parce que s'il n'y a pas d'appropriation nationale, pour des conflits intercommunautaires, on parlerait peut-être d'appropriation locale. Ce conflit-là, on va avoir un accord et 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 an plus tard, il y aura encore une résurgence du conflit. Et donc, c'est un processus aussi
qui est adapté aux cultures, aux normes locales et normatives. C'est-à-dire, par exemple, quand vous allez dans une communauté où il y a un conflit, je prends un cas en Côte d'Ivoire, on sait que, par exemple, pendant les élections à Bonois, il y a eu une crise entre les populations, il y a eu des violences. Lorsque vous allez, par exemple, à Bonois, vous n'allez pas aller à Bonois comme quelqu'un qui vient de l'Europe. Vous allez vous porter les lunettes culturelles de Bonois pour voir quelle est la situation au niveau des normes culturelles qu'il y a, quelles sont les différentes parties en présence, comment vous devez vous prendre pour utiliser un peu le système en place et faire accepter par les différentes parties en présence la nécessité de négocier et d'accepter à aller à la paix. Parce qu'en réalité, la guerre et les conflits, lorsqu'ils se déclenchent, on est obligé après de revenir à la paix parce que c'est un cycle de violence et la guerre mondiale nous a montré, la deuxième guerre mondiale nous a montré, on peut tuer le maximum de personnes, mais on sera obligé à un moment donné de venir s'asseoir et de négocier. Et donc, il faut expliquer aux uns et aux autres que vous ne pouvez pas seul faire la paix, mais vous devez venir vous asseoir pour négocier. Alors, il faut une appropriation de part et d'autre de ces défis-là. Je ne pourrais pas terminer. Aujourd'hui, vraiment, j'ai voulu qu'on puisse parler des concepts, mais étant donné que IPG parle de la question du genre, je me suis dit que c'était bon aussi de rappeler certains concepts liés au genre. Lorsqu'on parle de conflit, on parle d'hommes, des militaires ou bien des personnes de sexe masculin peut-être dans notre entendement, mais il faut dire aussi que les femmes ont leur rôle à jouer dans la médiation, dans la consolidation de la paix, mais aussi parce qu'elles sont les victimes du conflit. Donc, il y a des aspects qu'il faut beaucoup prendre en compte lorsqu'on parle de la question de la médiation. Au niveau communautaire, si vous voulez intervenir pour rapprocher des positions, il ne faut pas intervenir sans impliquer les femmes. Donc, la question du genre est très importante. Il faut impliquer les femmes à tous les niveaux du processus de médiation. Il faut impliquer les femmes pour faire en sorte que ces femmes-là puissent jouer un rôle important dans leur communauté. Et que de victimes, on passe à des femmes qui sont plutôt actrices de paix. Elles sont des femmes dynamiques qui arrivent par leur position à changer les différents paradigmes qu'on a. Donc, pour les différents concepts, il y a le système patriarcal. Je pense que la majorité sait de quoi il s'agit. C'est un système social qui est caractérisé par la domination des hommes sur le contrôle des ressources. Et c'est un système très important parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se rend compte de la situation des femmes en Afrique, c'est parce qu'on a des pesanteurs culturels. On a un système patriarcal ambiant qui nous montre une idéologie, qui a fait admettre une idéologie qui est fondée sur la supériorité des hommes sur les femmes. Pourtant, c'est discutable. Les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. Nous sommes tous égaux en droit. À partir du moment où nous sommes égaux en droit, lorsqu'on fait une approche dans le cadre de la paix et la sécurité, il faut impliquer les hommes, il faut impliquer les femmes, il faut impliquer toute la communauté pour qu'au niveau du leadership, les besoins des uns et des autres soient pris en compte. Il y a la question de l'égalité, l'égalité des sexes, l'égalité en droit, comme je l'ai dit, et il y a la question d'égalité en responsabilité. Malheureusement, on a toujours une question de divergence, de dysfonctionnement en termes d'égalité, même si tout à l'heure on se demande combien de femmes il y a comme participantes pour une activité qui est gratuite, vous verrez qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Je le dis, peut-être que Jack Aïjo aura le temps de vérifier à la fin de la rencontre, mais de plus en plus, les femmes ont moins d'intérêt à s'occuper de certaines questions, ce qui fait que lorsque la formation continue et qu'en termes de leadership et de positionnement, ce sont les jeunes, les hommes qui ont commencé à s'intéresser à la question qui sont positionnés. Parce que la vie aussi, c'est une question d'opportunité. Donc, il faut travailler à faire en sorte que, dès le départ, les femmes soient intéressées à certaines questions, qu'elles puissent développer un leadership et qu'elles puissent aussi se faire entendre lorsqu'il le faut. Ensuite, il y a l'équité. L'équité prend en compte les spécificités des besoins de chaque position défavorable d'un groupe. Il y a un schéma que j'aime bien parce que lorsqu'on parle d'équité, ce schéma-là nous le montre mieux parce que les images comptent mieux que les hommes et c'est une image souvent qui circule sur le net. Vous voyez, au niveau de l'égalité, les différents tabourets au même niveau, c'est ce qui fait que celui qui est en violet n'arrive pas à suivre le match. Parce qu'en fait, il est plus petit. Donc, si on lui donne la même hauteur de tabouret que celui qui est en bleu ici, mais ce n'est pas une égalité. C'est une égalité, mais ce n'est pas juste. Parce que l'égalité va le rendre encore vulnérable. Il ne pourra pas suivre le match comme les autres. Mais en termes d'équité, celui qui est en bleu n'a pas la possibilité, n'a pas besoin du tabouret. Et donc, c'est mieux de donner son tabouret à celui qui est en violet pour que tout le monde puisse suivre le match. Et ce sont les relations, en fait, qu'il y a, les relations de genre. Ce qui fait que souvent, on se dit qu'il faut donner plus d'opportunités aux femmes pour leur permettre de pouvoir suivre ce qui se passe dans l'arène, parce que dans le premier temps, le système patriarcal, les pesanteurs culturels, les violences sociales qu'il y a, que naturellement, les femmes n'arrivent pas à accéder
aux instances de prise de décision, elles n'ont pas accès à l'éducation et ainsi de suite. Donc, lorsqu'il y a un conflit, ce sont elles qui sont vulnérables. Lorsqu'il faut résoudre le conflit, on résout le conflit sans elles parce qu'on estime qu'on doit être égalitaire, mais au contraire, il faut avoir de l'équité et faire en sorte qu'on puisse donner l'opportunité aux femmes, comme aux petits garçons en violet, d'accéder à l'arène et de suivre le match. La vulnérabilité, ce sont les caractéristiques d'une personne ou d'un groupe de personnes qui n'ont pas de capacité pour prévoir, pour faire face. En fait, la vulnérabilité est en lien avec la résilience. Vous voyez, lorsque quelqu'un est vulnérable, une femme est vulnérable, un homme est vulnérable, devant une situation, il est beaucoup plus fragilisé. Lorsqu'il y a eu, par exemple, la crise de la COVID-19, on se rend compte que les femmes ont plus de difficultés à s'en sortir parce que il y a eu une division sexuelle du travail qui fait que les femmes occupent une position déjà défavorable dans la communauté. Et donc, lorsqu'il y a une crise sanitaire comme ça qui se présente, ces femmes-là qui n'ont pas un travail stable sont obligées de travailler et de subir, en fait, les aléas de la crise. Elles sont beaucoup plus vulnérables. Et c'est ça, ça ne leur permet pas de résister à tout ce qui est danger au niveau de leur environnement. Donc, la question de la vulnérabilité est très importante. Et lorsque vous voulez parler de paix et de sécurité, il faut noter aussi cette question de vulnérabilité et faire en sorte que vous puissiez donner beaucoup plus de chance aux femmes. La sexospécificité aussi, c'est bon à savoir. C'est pas que c'est beaucoup de concepts que je vous donne. Vous aurez le temps peut-être d'avoir le document, de faire des recherches. Parce qu'on ne peut que maîtriser certains aspects si vous voulez être beaucoup plus brillant dans cette question de médiation, de paix et de sécurité. Et donc, la spécificité, c'est ce qui est propre à chaque sexe, dans une société, culture donnée. Vous voyez, et ce sont des variables et différences hommes et femmes, des rôles, des responsabilités, des atouts, des besoins, des contraintes. Par exemple, lorsque je suis une femme, et si je suis en Côte d'Ivoire, il y a des rôles que je ne peux pas jouer dans ma communauté. Il y a des communautés où on dit par exemple que la femme ne peut pas être chef de village. Vous voyez un peu. Mais je suis sortie de cette communauté aujourd'hui en tant que femme, j'essaie d'animer une population. Dans ma communauté d'origine, ce serait vraiment absurde de pouvoir prendre la parole et parler parce que la femme doit se faire. Vous voyez, donc ce sont les sections spécifiques, les situations qui sont liées au sexe qui font que les femmes n'arrivent pas vraiment à s'exprimer au niveau des besoins, des opportunités, elles n'ont pas les mêmes opportunités. Ensuite, il y a la participation. Je crois que vous en avez entendu parler avec la résolution 1325. Il faut que de plus en plus de femmes participent aux différents processus et aux instances de prise de décision. Mais la participation des femmes doit être en quantité, mais je pense que pour ma part, elle doit être en qualité, parce que si nous voulons nous voulons changer le paradigme, il faut faire en sorte que les femmes participent de manière qualitative et faire en sorte qu'il y ait un impact pour vraiment une valeur ajoutée et encourager la participation de femmes. Il y a aussi les vecteurs de socialisation du genre. Ça, c'est la religion, les médias. On aura peut-être un jour l'occasion d'en parler. La religion fait en sorte qu'on puisse transmettre certaines inégalités liées au genre. Les médias, les institutions éducatives telles que la famille, fait en sorte que ces inégalités sont perpétuées dans les communautés et sont des vecteurs de socialisation qu'il faut prendre en compte lorsqu'on vient travailler dans un système où on a un conflit et on veut consolider la paix. L'empowerment, c'est la possibilité de prendre des décisions, c'est-à-dire que c'est le pouvoir qu'on a, le pouvoir sur soi-même, le pouvoir de prendre des décisions, mais le pouvoir aussi de se prendre en charge, le pouvoir aussi de développer des compétences et de valoriser ses compétences. Et donc, quand on parle d'empowerment, il y a la question de la confiance en soi. Vous voyez que les femmes, souvent dans les conflits, sont victimes de violences sexuelles et ça rend vraiment leur capacité d'empowerment. Elles n'arrivent même pas à s'exprimer pour poser leurs vraies préoccupations. Dans les accords de paix, elles ne sont pas présentes. Donc, il faut renforcer l'empowerment des femmes. Parce que si on veut résoudre les conflits, si nous parlons de médiation et que les femmes ne sont pas prises en compte, alors on aura raté notre cible parce qu'on peut résoudre durablement une crise. Alors, il faut prendre en compte les femmes, il faut prendre en compte les jeunes, il faut prendre en compte tous les aspects. J'ai essayé vraiment de faire une petite différence entre le sexe et le genre. C'est très important à savoir. Le sexe, c'est biologique, le genre, c'est social. C'est un concept sociologique, c'est un caractère qui est acquis, c'est-à-dire qu'il peut changer les différentes situations que nous vivons dans nos différents pays. Le positionnement des femmes, les violences basées sur le genre peuvent changer. Et c'est une portée spécifique, c'est-à-dire qu'il est influencé par le lieu. Quand je suis en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, je subis certaines violences basées sur le genre, mais lorsque je pars, par exemple, dans d'autres pays, comme aux États-Unis ou dans d'autres continents, je n'ai pas ces mêmes pesanteurs, ces mêmes pressions. Et ensuite, c'est une nature dynamique et évolutive, parce qu'en fait, le genre
nos moments de 1960, de 1940 n'ont pas la même situation que nous, les femmes aujourd'hui, et nos petites filles de 2050, de 2060. La situation va changer parce que c'est un système qui évolue. C'est un principe qui peut changer par la sensibilisation, par la formation. Il faut donc en tenir compte dans la question de la médiation et dans la résolution des conflits. Pourtant, le sexe, il est biologique, il est acquis, il est universel. Vous êtes femme, je suis femme, je donne la vie. Je suis un homme, je ne peux pas donner la vie. Vous voyez, je suis une femme, j'allaite, l'homme ne peut pas allaiter. Donc, il y a des questions spécifiques liées au sexe, mais ça ne veut pas dire que je suis une femme et donc je n'ai pas les capacités d'occuper un poste de responsabilité et que je dois être victime de violence. Donc, voilà un peu quelques aspects que j'ai voulu toucher un peu pour qu'on puisse vraiment comprendre que lorsque nous allons parler plus tard des différents aspects de la médiation au niveau des débats, que les débats soient fructueux et que la question de la femme et du genre soit plus prise en compte. Et surtout, il faut noter que le genre, c'est une question de pouvoir. C'est un rapport de pouvoir. Ce sont les relations de pouvoir qui existent entre l'homme et la femme. Et ces relations de pouvoir sont surtout liées au pouvoir économique, au pouvoir politique, au pouvoir de décision. Vous voyez. Donc, une femme qui a eu à avoir accès aux ressources, qui sont les ressources éducatives, ce sont les ressources sanitaires, ce sont les ressources en termes qu'est-ce que je peux dire? Oui, des ressources financières. Cette femme-là n'est pas vulnérable. Donc, le genre est lié à tous ces aspects. Il faut en tenir compte lorsque nous allons prendre en compte la question de la médiation, la question des conflits, la question de la médiation communautaire. Parce que quand vous arrivez dans une communauté, que vous voulez faire de la médiation, vous êtes obligé de prendre en compte les femmes et faire en sorte que la situation que vivent les femmes, que vous puissiez l'adresser et voir comment apporter à travers l'accord qui est signé une amélioration de la situation des femmes. Il y a aussi les rôles de genre qu'il faut prendre en compte. Il y a le rôle productif, mais il y a aussi le rôle communautaire. Vous voyez que les hommes, la plupart du temps, sont au niveau du rôle productif, du rôle communautaire et du rôle politique. Et les femmes sont la plupart du temps au niveau du rôle reproductif. Le rôle reproductif n'est pas valorisé parce qu'en réalité, elles n'ont pas de ressources financières. On a souvent entendu dire par des hommes que ma femme ne travaille pas. Et lorsque la femme sort et qu'elle a un petit travail à l'extérieur, on dit non, ma femme travaille. Alors que celle qui est à la maison, elle travaille plus que celle qui sort parce qu'elle s'occupe de la pérennité de la communauté, de l'éducation des enfants. Donc, les femmes sont au niveau du rôle reproductif qui n'est pas partagé avec les hommes. Les hommes ne s'investissent pas dans le rôle reproductif, ce qui fait qu'ils sont plus au niveau politique et communautaire et aussi reproductif parce qu'ils ont des ressources financières et ça agit vraiment sur les relations de genre. On est en train de tirer vers la fin. Il y a la résolution 1325 que je vous invite aussi à lire, qui met l'accent sur les différents aspects. Si nous voulons que les femmes participent à la médiation, au processus de paix, à la résolution des conflits, il y a la protection, il y a la prévention, il y a la participation et il y a le relèvement. La résolution 1325 peut faire l'objet d'une autre formation, d'une autre session spéciale, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau international, on s'est rendu compte que lorsqu'on a un conflit, il est important d'impliquer les femmes. Et ça, c'est vraiment au niveau des Nations Unies aujourd'hui. Même l'Union africaine a adopté cette résolution et qui fait qu'il faut protéger, dans la protection, il faut protéger les femmes contre les violences basées sur le genre. Il faut prévenir les violences, mais lorsqu'il faut résoudre le conflit, il faut faire la médiation, il faut que les femmes participent. Et après la médiation, lorsqu'on signe des accords, dans le cadre du relèvement, de la restauration des services sociaux de base, les femmes soient impliquées. Il ne faudrait pas seulement que ce soit des hommes. Essayer de définir le conflit. Je pense que je suis à la fin parce qu'on a parlé un peu du conflit déjà, on a parlé de la résolution, mais ce que j'aimerais dire, c'est que la résolution prend en compte, ne se limite pas à l'arrêt des hostilités. Lorsque dans un conflit, on a une crise, ça ne s'arrête pas à l'arrêt des hostilités. Il y a ensuite la sécurisation, il y a la gouvernance partagée et le respect des droits de l'homme. C'est très important au niveau de la résolution des conflits. Dans un pays, lorsqu'il y a une crise, on ne peut pas dire, bon, cessez de vous battre, les armes, non. Il y a d'autres aspects qui sont pris en compte, surtout la question de la gouvernance, des droits de l'homme, du DDR, de la réforme du secteur de sécurité. Il y a ces aspects-là qui sont pris en compte. Et donc, dans la résolution des conflits, il faut faire en sorte que les femmes soient prises en compte et que ces femmes-là puissent jouer un rôle important. À partir de ce moment-là, toutes les pesanteurs culturelles pourront être résorbées. Voilà. Donc, je pense que j'ai parlé des étapes. J'en ai déjà parlé.
étapes de la résolution des conflits armés en Afrique. Il y a la prévention. Lorsqu'on n'arrive pas à prévenir, on résout le conflit, on essaie de faire de la médiation, de la négociation. Et puis ensuite, il y a une reconstruction post-conflit. Parce que souvent, les armes ont détruit tout. Le pays est saccagé. Il faut maintenant reformer le secteur de sécurité pour qu'on ait confiance au secteur de la sécurité. Il faut intégrer dans les différents programmes. Il faut adopter des lois et des politiques pour faire en sorte qu'on ait une amélioration vraiment de la gouvernance dans ces États-là et que tout ce qui a été comme cause profonde du conflit puisse ressortir. Donc, j'ai essayé de présenter aussi la prévention des conflits où il faut introduire les femmes. Au niveau de la médiation, vous avez vu qu'au niveau du point A, les femmes jouent un rôle en matière de prévention. Elles peuvent être médiatrices, restauratrices de la conscience et facilitatrices. Et aussi, dans le cadre de la médiation au niveau africain, il y a au niveau de l'Union africaine FemWise, qui est une initiative qui a été prise en compte initiée par le département paix et sécurité. Et je pense que si vous allez sur Internet, pour les femmes, les organisations féminines qui sont en ligne, qui sont intéressées, vous tapez FemWise, vous pouvez postuler et faire en sorte que vous soyez un jour membre de ce processus. C'est important que les femmes jouent ce rôle-là de prévention, mais aussi de résolution, parce que pour qu'on ait des médiatrices de haut niveau, il nous faut commencer déjà à être des médiatrices dans nos différentes communautés. J'ai beaucoup parlé. C'était la première session introductive. J'attendrai vraiment vos remarques et suggestions. Mais en conclusion, je peux dire que les conflits font partie intégrante de la vie des communautés, comme je l'ai dit, de la vie des personnes, de la vie des États. On ne peut pas, de la même manière dont un jardin ne peut pas se passer de mauvaises herbes, les conflits sont les mauvaises herbes de nos vies, de nos familles, de nos communautés, de nos pays. Mais la gestion rigoureuse de ces différents conflits est un élément important pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité. Et donc, étant donné que les femmes et les hommes sont concernés par les conflits, le règlement des différends doit prendre en compte le genre. Et pour la paix et la sécurité, il est nécessaire d'impliquer les hommes. Pour cette première session, j'ai souhaité vraiment toucher à tous ces concepts pour qu'on en parle et faire en sorte qu'avec vos suggestions, on puisse vraiment faire en sorte que ces échanges-là vont nous aider à aller le plus loin possible. C'est une formation qui est assez longue. En présentiel, c'est 2 semaines de formation. Donc, si on doit faire des sessions peut-être de 2 heures, et si on doit me laisser un répit de 1 semaine pour que je me repose, ça va faire qu'on va aller un peu plus loin. Mais je souhaiterais que vous puissiez participer, mais surtout que vous puissiez faire aussi des recherches en tant que jeune, en tant que leader, et renforcer vos capacités dans cette question de médiation. Parce que pourquoi pas demain, vous pourriez développer des expertises sur la question. En tout cas, je vous remercie. Et puis, merci à tous pour votre aimable attention. Merci, Jacarija. Je vous passe l'antenne. Merci. Pour cette brillante première séance de formation, il est bien que cette première séance de formation a porté uniquement sur le rappel de concepts utiles dans le processus de résolution de conflits. Donc maintenant, nous allons passer à l'étape des questions. Vous avez la possibilité de lever vos mains pour des questions ou écrire ces questions dans le chat. Nous comptons 3 questions par série jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Mais avant d'arriver aux questions, nous demandons à savoir si vous avez des avis et des suggestions à faire au niveau du déroulé de la formation. Si une personne a quelque chose à dire, qu'elle lève elle ou son micro pour prendre la parole. Merci. Il y a des questions? Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est Libali Samira. Libali Samira. Oui. Comment? Oui, allez-y. J'ai une question et en même temps une suggestion. Je vais commencer d'abord par la suggestion. Est-ce que ce serait possible d'avoir les slides avant les cours? Comme ça, on pourra poser en fait des questions constructives. Et aussi, ma question se situe au niveau de la résolution des conflits. J'aimerais savoir, lorsque le conflit est résolu,
est-ce qu'après, il y a un comité veille qui est installé pour pouvoir en fait suivre ces personnes qui étaient en conflit là pour ne pas que le conflit se répète? C'était là ma question. Merci. Oh, merci. Une autre question. Mélania Doka. Une autre question. D'autres questions, des suggestions? Allô? De mettre le muet pour qu'on puisse écouter nos participants. Merci. Ok. Oui. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Mélania. Oui, on vous entend, Mélania. Ok, c'est Mademoiselle Diabaté Djenebou de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas de questions en particulier. Je dis merci à la conférencière pour ce jour. Ça a été un peu difficile pour nous parce qu'on n'a pas d'électricité depuis ce matin. Du coup, avec les téléphones qui se déchargent en perpétuel, j'étais coupée. Mais bon, je pense avoir suivi le plus grand nombre. Merci beaucoup à elle et félicitations encore. Merci, Djenebou. Merci beaucoup. C'est compliqué. Il y a d'autres questions, des suggestions, des contributions? Des questions? Il y a tous les concepts pour un peu de temps. Apparemment, il n'y a plus de questions. Oui, Madeleine, mademoiselle Madeleine. Oui, c'est Madeleine de la Côte d'Ivoire. Ok, Madeleine, quoi, s'il vous plaît? Madeleine de la Côte d'Ivoire. Ok. Vous avez une question? Il y a eu beaucoup de la prochaine fois, j'aimerais beaucoup. La mutuelle est beaucoup conceptuelle. Oui, on a du mal à vous entendre. La prochaine. Vous dites qu'il y a beaucoup trop de concepts, c'est ça? Allô? Il y a trop de concepts et vous retiendrez la formation prochaine. Bon, comme la formatrice l'a si bien dit, c'est une formation qui nécessite la connaissance de ces concepts-là qui vont nous permettre plus tard de ne pas nous perdre dans les explications. Je suis sûr que dans les prochaines séances de formation, il n'y aura pas assez de concepts comme aujourd'hui. Et s'il y a une autre question, Monsieur Seni, @2020. Vous avez levé la main. Ok, c'est Monsieur Dao Lassane. Monsieur Dao Lassane. Oui. Donc, je disais que, effectivement, nous allons remercier la conférencière parce que c'est une présentation qui a été non seulement longue avec beaucoup de concepts, peut-être s'il y a lieu de revenir sur certaines notions telles le facilitateur, médiateur et puis le conciliateur. Est-ce qu'il y a les différences qui puissent exister entre ces personnages-là? Parce que bon, c'est vrai que c'est comme si j'avais l'impression qu'ils jouent pratiquement les mêmes rôles, c'est-à-dire jouer à l'apaisement et autres, mais je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur ces principes parce qu'on a survolé dessus. Bon, c'est que je ne suis pas peut-être le seul à
avoir un peu de difficulté pour mieux les cerner. Merci bien et bonne suite à nous. Ok, c'est compris, Monsieur Daou. Bon, il y a Mademoiselle Samira Koubali qui a encore levé la main. Je ne sais pas si elle a d'autres questions à poser. J'ai une autre... Allô? Oui, allô? Oui, j'ai une autre préoccupation encore. Ok. J'aimerais savoir, nous, en tant que jeunes filles, en tant que militantes dans les associations, comment est-ce que nous pouvons participer à la résolution des conflits, par exemple, comme ça, au sein de l'université et tout ça? Quelles sont les stratégies à adopter? Quelle est la manière de résolution de conflits, en fait? Ok, c'est compris, c'est noté. Qu'est-ce que nous pouvons apporter dans la résolution des conflits? Ok, c'est noté. Bon, le temps que peut-être les autres participants puissent avoir des questions à poser, nous allons laisser la largesse à la formatrice de répondre déjà aux questions qui ont été posées. Voilà, merci vraiment à tous. Merci infiniment pour vos différentes questions, préoccupations. Je pense que c'est pertinent. En réalité, comme je l'ai dit, on a essayé de survoler les concepts. Donc, je m'excuse vraiment de la rapidité. Mais Jack Aïdja m'a dit que je n'ai qu'une heure. Avec le jeune, on devait finir avant 18 heures. Donc, voilà un peu, avec les questions, cela a été vraiment un peu difficile de pouvoir toucher à tout. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut peut-être aller en profondeur de chaque concept et ce sera vraiment leur devoir à leur niveau. Je lui ai précisé aussi que je ne pouvais pas faire peut-être 2 présentations de semaine de suite, étant donné que il faut préparer, puis en même temps il y a le travail, c'est pas facile, mais on est obligé de laisser une semaine et puis reprendre. Bon, ils vont essayer de voir leur niveau et avec vos différentes propositions, comment on peut aller de mieux. Mais en plus, nous avons l'enregistrement vidéo qui sera mis sur la chaîne YouTube et je pense que ça va leur permettre de prendre en compte tous les différents concepts et puis ceux qui n'ont pas bien retenu revenir. Samira a parlé de la question de la... Je crois que c'est cela. Samira a parlé de la question de la répétition des conflits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la répétition des conflits? En fait, c'est ça le défi. Non, s'il vous plaît, elle a dit que, bon, vu du moment où les conflits ont été réglés, oui, comment faire en place, mettre un comité de veille pour ne pas que les conflits puissent se répéter? Voilà, pour éviter la répétition de conflits après la signature d'un accord ou bien d'un agreement. Pour éviter la répétition de conflits, il faut faire en sorte qu'il y ait une appropriation des décisions qui sont prises à travers l'accord de paix. Ou bien, en tout cas, du petit accord qu'il y a eu. Il faut que chacun s'investisse, étant donné que le médiateur ne peut pas imposer la mise en œuvre de l'accord. Donc, il faut qu'il y ait une bonne foi de part et d'autre, puisque ce n'est pas une obligation pour les parties. Elles ont été libres de faire appel au médiateur. Et donc, si elles acceptent de signer un accord, il faut qu'elles soient de bonne foi et qu'elles s'approprient vraiment les thèmes de l'accord. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le comité qui sera mis en place, il faut que ce soit un comité qui implique en même temps tout le monde. Lorsque je parle du Mali ici, il y a eu l'accord de paix, mais il y a eu un comité de mise en œuvre de l'accord. Ça, c'est au niveau national et au niveau politique. Dans ce comité de mise en œuvre de l'accord, il y a l'Union africaine, il y a les Nations unies qui sont représentées, il y a certains pays tels que l'Algérie qui sont représentés. C'est l'Algérie qui est le chef de file du CSA. Donc, il y a un comité qui est là et qui suit la mise en œuvre parce que l'accord a été spécifié avec des détails. Donc, comme l'a dit Samira, elle a vraiment effectivement raison et on va le voir plus tard. Lorsqu'on signe un accord, il faut mettre en place un comité de suivi. Et ce comité de suivi a la responsabilité de la mise en œuvre. Et donc, au niveau de cette mise en œuvre de l'accord, il faudrait que les différentes parties soient impliquées dans la mise en œuvre. Vous voyez, à partir de ce moment-là, tout ce qui se fait est clair, est transparent et chacun essaie d'avancer. L'autre aspect, c'est que dans la mise en œuvre de l'accord, il y a la question des fruits du conflit, les bénéfices liés au conflit. Parce que lorsqu'on signe un accord, après, c'est le partage du pouvoir.
Vous voyez? Donc, ça, c'est important aussi dans le comité de mise en œuvre. Au niveau d'une communauté, si par exemple, on se bat peut-être pour une terre et qu'il y a des communautés qui sont en conflit, lorsqu'on accepte de mettre fin au conflit et de s'asseoir autour d'une table, alors il faut partager la terre. Il faut voir qui va accéder à telle portion, qui va prendre telle autre portion. Et ça, il faut s'assurer pour que ce soit mis en œuvre méticuleusement. Sinon, après, il y a un qui va ressortir et puis il va reprendre les velléités. Donc, pour éviter d'aller dans une situation où on reprend encore le conflit, il faut que le comité qui est mis en œuvre soit effectivement mis en œuvre, qu'il travaille à la mise en œuvre maintenant de l'accord et faire en sorte que tout le monde se sente concerné par les décisions. Il faut éviter les gestions unilatérales. Malheureusement, dans certains pays, lorsqu'il y a une crise, c'est comme si, surtout avec les conflits qu'il y a au niveau de nos différents pays maintenant, ce ne sont pas des conflits qui sont ouverts à plusieurs pays, et que c'est au sein des mêmes pays, il y a une rébellion, il y a le pouvoir en place. Le pouvoir souvent a des difficultés pour négocier avec la rébellion parce qu'il estime qu'il a la légitimité nécessaire. Alors que lorsqu'on rentre dans une médiation, on va le voir plus tard, il n'y a plus de légitimité, il n'y a plus de parti au pouvoir, il n'y a plus de l'opposition, il n'y a plus de rébellion. Nous sommes tous les mêmes autour d'une table et on trouve une solution à un conflit qui nous concerne. Voilà un peu ce que je pouvais dire au niveau de la préoccupation de Samira. Mélania, je n'ai pas vraiment... Je crois que Mélanie avait posé une question aussi, mais si j'ai sauté des questions, Jack Arida va m'aider. Il y a Mme Djelebou, de la Côte d'Ivoire, qui a félicité l'initiative. Elle a souhaité bon vent. C'est vrai qu'elle avait des difficultés de connexion. Nous aussi, ici, on a souvent aussi des coupures d'électricité. Il faut faire avec. Mais bon, je pense que le document vidéo sera disponible et vous pouvez essayer de le reprendre. Il y a Madeleine aussi qui a félicité l'initiative, mais qui a dit qu'il y a trop de concepts. Je prends ça en compte. Je vais essayer aussi de vous donner des sites. S'il y a le groupe WhatsApp, je vais essayer d'envoyer les liens sur le site, le groupe WhatsApp, pour que vous puissiez faire des recherches vous-même. Mais comme je l'ai dit, l'objectif de ces différents échanges, sont les échanges surtout, c'est pour vous donner un peu le goût de la question. Ne pas qu'on dise que ce soit les experts qui viennent des États-Unis, de l'Europe, qui viennent travailler dans les conflits en Afrique. Il faut que nous-mêmes, les jeunes Africains, commencent à s'intéresser, nous puissions nous intéresser à la résolution des conflits que nous avons. Donc, c'est pour nous donner le goût déjà, le leadership nécessaire. Et puis, pourquoi pas continuer aussi à faire des recherches, nous informer, nous étudier la question, et puis d'être vraiment aussi expert à notre niveau. Mais je prendrai le temps, après avoir discuté avec l'équipe de IPG, pour voir si on ne pourrait pas vraiment détailler un peu, et puis revenir sur certains concepts, notamment les concepts liés au genre, parce que le genre même, c'est un cours particulier. Voilà, si on veut qu'il y ait une sensibilité liée au genre, c'est un cours particulier. Bon, on ne peut pas tout faire, mais l'objectif vraiment, c'est d'entretenir vraiment notre appétit pour des questions essentielles qui peuvent nous aider à développer notre leadership communautaire et au niveau de nos pays. Monsieur Dawa a parlé des différents concepts. C'est vrai, je vais essayer de reprendre encore l'écran, mais c'est vrai que ça a été rapide. Ça a été rapide, mais lorsqu'on parle au niveau des différents concepts, ce qu'il faut retenir, que je pense qui est important, c'est que lorsqu'on parle de médiation, la médiation fait intervenir une tierce personne ou bien une autre institution. Il y a des institutions, par exemple, qui font de la médiation. Vous allez voir, par exemple, le centre San Egidio, qui est spécialiste de la médiation. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, ils sont intervenus. On a vu, par exemple, le président Blaise Compaoré qui a été médiateur en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une tierce personne qui apporte ses services et qui essaie de trouver une solution à un conflit, à un différend. Mais lorsqu'on parle de négociation, la négociation implique deux parties qui, ensemble, s'engagent à trouver une solution sans l'intervention d'une tierce personne ou d'une tierce partie. Vous voyez? Donc, la médiation, c'est en fait une négociation, mais qui est assistée. Ensuite, il y a la question de l'arbitrage. Ça, c'est important. L'arbitrage, c'est lorsqu'on parle de la justice. Lorsqu'on parle de la justice, on parle d'arbitrage. Au niveau de la justice, au niveau de l'arbitrage, on vous impose en fait votre décision. La décision qui est prise, on vous l'impose. C'est-à-dire que si vous êtes au niveau de la justice et qu'avec quelqu'un, c'est que la décision du juge s'impose à vous. Donc, vous choisissez d'aller à la justice, mais ce que le juge va dire, vous vous soumettez à ce que le juge va dire. Vous voyez. Mais ce qui est meilleur dans tout ce processus, c'est d'aller à la médiation, parce que la médiation évite de créer beaucoup de difficultés. Mais en fait,
Il faut que le médiateur soit compétent, qu'il évite de prendre parti, sinon il fait échouer le processus et du coup, le conflit reprend. Maintenant, ensuite, je pense qu'il y a Samira. Je ne sais pas si j'ai fini de répondre. Oui, Samira. Mais au niveau des slides, elle souhaiterait avoir les slides avant. Moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de souci avec. Je vais discuter avec IPG. S'ils pensent que c'est la meilleure stratégie, on pourra partager les slides avant. Mais aussi, le problème, c'est que souvent aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser les slides avant que l'activité ne soit utilisée. J'ai eu ce problème-là une fois avec une formation. Souvent, même lorsque vous donnez les slides avant, la personne prend et puis maintenant, il duplique. Il va essayer de mimer une autre formation, alors que ça sera pas c'est à vous de discuter, de voir, en fait, si vous pensez que c'est pertinent que les slides soient avant. Mais ce qui peut être pertinent, c'est que je peux vous donner déjà les concepts à réviser avant, ce qui fait que vous avez une idée des concepts. Et puis maintenant, lorsque vous venez, vous participez en posant des questions sur certains concepts. Et puis après, on vous remet les slides ou bien le PDF. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais je me dis qu'on doit revoir peut-être, je ne sais pas, la forme. Ce n'est pas une formation en présentiel. Voilà, c'est à distance. Bon, on ne peut pas faire plus de 2 heures. Bon, comment faire? Je pense que vous allez échanger pour voir la manière. Mais moi, je souhaite les participants demain des experts en médiation. Et c'est possible. C'est possible. Vous êtes des jeunes Africains, vous avez un leadership, vous travaillez dans des institutions, dans des organisations. Vous devez développer votre expertise en matière de médiation. Ça sera vraiment très intéressant. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à vos préoccupations. Non, bon, il y a qui choque là, c'est un peu ça. Samira qui avait posé une dernière question là. Oui. Elle a demandé comment participer à la résolution de conflits dans un campus. Quelle est la manière de faire et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour tout ce conflit-là? Voilà. En tout cas, merci Samira, c'est très pertinent. C'est-à-dire que lorsque vous voulez participer, par exemple, à un conflit, à la résolution d'un conflit au campus, il faut d'abord, premièrement, avoir les groupes en présence qui ont conflit. Il y a peut-être plusieurs groupes d'étudiants qui sont en conflit. Donc, vous devez déterminer ces différents groupes d'étudiants. Vous devez faire une analyse des acteurs du conflit. Ça va faire l'objet encore d'une autre session. Définir les acteurs du conflit. Voir quelles sont les relations entre ces acteurs et d'autres acteurs qui sont cachés. Souvent, au niveau du campus, les acteurs du conflit, en réalité, sont manipulés peut-être par des partis politiques derrière. Donc, vous devez avoir une idée claire de ce qui se passe. Parce que le conflit est souvent une action qu'on voit comme ça, mais en profondeur, il y a des fossoyeurs, des personnes qui, en arrière, manipulent le conflit, mais aussi il y a les intérêts en jeu. Quels sont les intérêts en jeu? Est-ce que l'objectif pour lequel les étudiants se battent est le réel objectif? Souvent, on se dit non, on a nos cartes de bus qui coûtent cher. Mais en fait, c'est que c'est un parti politique qui est derrière qui est en train de manipuler les choses. On va peut-être accéder au pouvoir après une mobilisation des étudiants de manière négative. C'est pas si vous voyez un peu. Donc, vous devez identifier tous les acteurs, avoir les causes du conflit, avoir en fait la source du conflit. Qu'est-ce que les gens quel est l'intérêt? Quels sont les intérêts en présence? Quand vous finissez de faire ça, vous devez vous-même renforcer votre crédibilité. Parce que pour que les gens puissent vous écouter, votre organisation doit être crédible. Vous devez avoir fait des choses sur le terrain. On vous reconnaît parce que vous devez être à équidistance de toutes les parties. Vous devez être reconnu. Et à partir de ce moment maintenant, vous commencez à rencontrer les parties de manière individuelle. Pour leur expliquer qu'ils n'ont pas intérêt à s'en déchirer, c'est des conflits inutiles à la longue parce qu'ils se détruisent et en réalité, le problème n'est pas résolu. Donc, lorsque vous arrivez à faire ça et qu'ils acceptent d'arrêter d'utiliser les machettes, vous pouvez maintenant trouver un cadre ou les mettre autour d'une table. Maintenant, il y a deux aspects. C'est-à-dire que si vous, en tant qu'organisation, vous n'avez pas le chiffre nécessaire, vous pouvez vous coaliser avec d'autres structures et initier maintenant des actions pour qu'on puisse avoir la paix. Vous voyez un peu. Voilà. D'autres structures se mettent avec vous. Vous voyez d'autres partenaires et puis vous essayez de travailler ensemble. Donc, voilà un peu quelques idées, mais je pense que dans les autres cours, comme je l'ai dit, le concept était déjà long.
Je ne pouvais pas rentrer en profondeur compte tenu du temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous aurez les slides, vous-même essayez d'aller sur le net, faites des recherches, essayez bien de comprendre le processus. Ça va vous aider vous-même. Parce que moi, je ne fais qu'effleurer un peu les questions, mais vous-même, à travers vos recherches, vous allez voir que c'est une matière qui est très importante. Le dernier aspect que je voulais préciser, c'est que le conflit est inhérent à la nature humaine. Donc, lorsque vous avez des expertises en médiation, votre vie est plus simple avec votre famille, avec vos collaborateurs, parce que vous savez toujours que le conflit est basé sur un intérêt qu'on se dispute. Et à partir de ce moment-là, il faut faire en sorte que chacun puisse avoir une partie et aller de l'avant. Le conflit persiste, une seule personne peut tout avoir. Voilà un peu ce que j'aimerais dire. J'espère que j'ai répondu à vos préoccupations. Merci. Oui, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur la question de M. Daou. Oui. Parce que, je sais pas, ouais, il a demandé un peu la différence entre médiation, facilitation et conciliation. Car il a l'impression que ça peut pas le même rôle. Donc, si vous pouvez revenir un peu sur la facilitation et la conciliation, pour essayer un peu de nous montrer la différence, ou s'il n'y a pas de différence. Non, il y a une différence. Vous voyez, la conciliation, c'est deux personnes, c'est une personne qui est là, il essaie de rapprocher les positions. Ils font deux personnes qui sont en antagonisme. Et souvent, la conciliation, c'est en termes d'individus. Mais la médiation peut être politique, c'est-à-dire en termes d'État. Je ne sais pas si vous voyez. On essaie de concilier des positions. Souvent, ce ne sont pas des positions de deux pays. Ou bien lorsque c'est un conflit léger. Vous voyez, c'est un conflit léger, on essaie de voir les deux positions, on leur propose une solution pour qu'elles soient ensemble. Mais lorsqu'on parle de médiation politique, c'est deux pays qui sont allés au conflit. Un conflit armé. Et à la suite du conflit armé, au-delà d'une seule solution, c'est un accord de paix. Et cet accord de paix est imposé, non, plutôt est signé par tout le monde. Et l'accord de paix est complexe parce qu'il prend en compte tous les aspects. Vous voyez. Or, la conciliation, souvent, c'est un petit problème qui les oppose. Donc, du coup, celui qui est en rouge, là, vous l'avez vu, il essaie de rapprocher les positions. Vous voyez, il y a un différent. On leur propose comment faire pour qu'on puisse vous entendre. Vous voyez, c'est un peu ce que je voulais dire. Et au niveau quand on parle de médiation politique, la médiation politique est beaucoup plus complexe. Parce qu'on parle de réforme du système de sécurité, on parle du DDR, on parle des choses qu'on appelle ça, de la constitution, la révision constitutionnelle. On parle en fait du relèvement, de la destruction qu'il y a eu au niveau du pays. Donc, la médiation, c'est surtout des institutions comme les Nations Unies, l'Union africaine, sans Egidio, des institutions humanitaires dialogue qui travaillent spécifiquement sur ces questions-là. Donc, c'est plus complexe. Mais pourtant, la conciliation, bon, on peut avoir un petit différent. La personne qui est en rouge essaie de rapprocher les positions et puis on essaie de trouver une solution. Mais dans tous les cas, moi, pour ma part, en réfléchissant en préparant ce cours, je me dis tout cela rentre dans la médiation. C'est-à-dire que ça dépend du niveau de complexité du conflit. Quand un conflit est simple, on a la négociation. Parce que vous, Jakaïja et moi, nous sommes en conflit, on peut s'asseoir et trouver une solution. Mais si dans ce conflit-là, il y a M. Dao qui est derrière et qui soutient Jakaïja, et puis il y a aussi Samira qui est derrière, qui soutient Nathalie, alors là, ça devient compliqué. Donc, on ne peut plus faire peut-être de négociation, mais on est obligé de faire maintenant une négociation assistée parce qu'on doit faire intervenir d'autres personnes. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Donc, voilà un peu la complexité en fait de la question. Et si je reviens sur les slides, c'est ça. Et tout ça, là, la diplomatie intervient. Et au niveau des différents concepts, là, tous ces concepts interviennent maintenant dans la médiation. Et on peut dire que la médiation... Alors, vous m'entendez? Essayez de... Alors... Oui, vous entendez, madame. Voilà. Et on peut dire que ces différents concepts interviennent même dans la médiation. Vous voyez, la diplomatie, la négociation, tout ça, ça intervient dans la médiation. La médiation, c'est le height, c'est-à-dire c'est le niveau le plus élevé. Quand le conflit est complexe, tout ça, les Nations Unies s'impliquent, on utilise la diplomatie, on utilise déjà la conciliation, ensuite la négociation assistée, ainsi de suite. Donc, ce sont des concepts qui interviennent même dans le processus de médiation. Mais ça dépend de la complexité du conflit. Quand le conflit est simple, une seule négociation suffit. Mais quand le conflit fait intervenir d'autres parties en présence,
alors il faut aller vraiment à la médiation avec une tierce personne, une institution qui va s'engager à trouver une solution. Et surtout à travailler au relèvement aussi de la communauté qui a subi les conséquences du conflit. Voilà un peu. Voilà. Je crois que M. Dao est satisfait de votre réponse. Ah, il faut que lui-même le dise. Hein? Il a Je pense que monsieur Dao laissé un sera message. le prochain expert qui va venir partager, parce que c'est ça. Moi, j'aime dire les questions, parce que celui qui pose beaucoup de questions, c'est celui qui va les faire beaucoup de recherche. Madame, merci. Merci, monsieur Dao. Merci bien, madame. Je dirais que, oui. Voilà, donc comme je disais, moi j'ai aussi pris quelques informations sur ces notions-là avec, je suis commissaire au niveau de la cellule de Burkina Faso. Okay. Donc, on a eu à faire des formations sur les différentes notions de gestion de conflits ou autres. Donc, c'est pourquoi, bon, ça m'intéresse beaucoup plus pour avoir beaucoup plus de précision. Oui. Bon, puis, je peux continuer à servir. Voilà, okay. Merci pour les précisions. Merci beaucoup. Merci, monsieur Dao. Merci beaucoup. Bon, je crois que nous tirons à la fin de la présentation. Mais j'avais demandé le quota genre. Il y a Madeleine qui a levé le doigt. Maintenant, le quota genre. Il y a combien de femmes et combien d'hommes participants? Bon, j'avais compté 4 femmes au départ. Oui. Sur 14 participants, hormis vous et moi. OK. On va dire 12 participants, il y avait 4 femmes, maintenant le reste, c'était que des hommes. Mais maintenant, je crois qu'il y a plus de femmes qu'il y a plus d'hommes. OK. Il y a 1, 2, 3, 4. Bon, je crois que c'est le même nombre. Hein. C'est le même nombre de femmes qui étaient là au départ, qui est toujours présent actuellement. Vous voyez, donc c'est le défi, on ça. Sera, voilà, effectivement, c'est le défi qui est là. C'est le défi de la participation des femmes. On sera tant bien que mal peut-être du moment où il y a eu moins de femmes inscrites pour assister aux formations que d'hommes. Peut-être que les prochaines séances, on essaiera de miser, de mettre un peu plus l'accent sur les femmes. Essayer de leur montrer l'importance de la chose pour qu'elles puissent participer plus amplement. Oui, surtout. Je suis d'accord avec vous, M. Diakaridja, parce que si pour une formation en ligne qui est gratuite, bon, c'est vrai que l'Internet coûte un peu plus cher et qu'on n'a pas assez de femmes, je ne suis pas sûre que dans le leadership au niveau du pays, on aura beaucoup de femmes. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait que on veut beaucoup de femmes au niveau des instances de prise de décision. Il faut manager pour que les jeunes femmes s'engagent très tôt à ces questions-là qui concernent vraiment leur pays. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée et la politique ou bien la société civile, c'est une question aussi d'apprentissage et de formation. En tout cas, merci à tout le monde. Merci, Diakaridja, je vous laisse la parole. Ok, bon, je vais, avant de donner le mot de fin, répondre à Madame, Monsieur Kone Kasingé Gilbert. C'est Monsieur plutôt. Voilà. Bon, tout qu'on fait, nous allons essayer de nous arranger dans le groupe WhatsApp, essayer de voir comment est-ce qu'on peut inviter d'autres personnes, notamment des femmes, à assister à ces formations-là. Tout qu'on fait, nous allons y revenir dans les prochaines séances ou dans notre discussion dans le groupe WhatsApp. Donc, pour clore un peu cette séance de formation-là, contrairement à la première séance, cette séance a été enregistrée. Voilà, parce que la première séance, la formation sur le leadership, n'a pas pu enregistrer la formation. C'est ce qui a créé un peu de problème. Mais cette séance-là a été enregistrée et sera disponible sur le compte YouTube de notre organisation le plus rapidement possible. Aussi, il faut rappeler que nous aurons aussi des séances de discussion sur le groupe WhatsApp créé à cet effet, suivant un programme défini afin de discuter, comme je l'ai dit, des enseignements de ce premier module de formation-là. Donc, on espère que vous serez nombreux à participer à ces séances de discussion-là. Déjà, le programme de la discussion a été déjà mis sur le groupe WhatsApp. Et j'ai pris note aussi du numéro de M. Dao. Apparemment, il n'a pas été ajouté au groupe WhatsApp. Donc, nous ferons l'effort de l'ajouter dans le groupe WhatsApp
au plus tard aujourd'hui. Donc, pour les personnes encore qui n'ont pas été ajoutées dans le groupe WhatsApp, c'est toujours possible de vous signaler et nous allons faire le nécessaire pour vous ajouter à ce groupe-là. Vous pouvez nous laisser un message sur notre adresse mail qui est, je le rappelle, initiativejean.ipgci@gmail.com. Vous pouvez laisser un message pour nous notifier cela afin que nous puissions y remédier. Encore une fois, merci à tous. Bonne fin de soirée, bonne rupture de jeûne à nos frères musulmans et je l'espère à demain pour débuter les discussions sur le groupe WhatsApp. Merci Madame pour la formation. Ok, merci et à bientôt. Merci. Merci, excellente soirée à vous, madame. Merci, Monsieur Dao. Bye bye.